Ok. Moi, j'ai suggéré, parce que je pensais que ce serait cool, de faire une introduction récurrente à chaque meet-up avec 5 minutes de trucs et astuces. Bon, en 5 minutes, on ne peut pas faire des trucs très avancés, donc c'est plutôt à destination des gens qui ne sont pas très familiers ou qui débutent. Ou, voilà. Et alors, je trouve que ce qui serait le plus intéressant, c'est que ça tourne, que ce ne soit pas toujours le même présentateur. Alors moi, je peux boucher les trous, j'ai plein d'idées là-dessus. Mais donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des petits trucs et astuces comme ça, vous avez envie de partager, plutôt à destination des gens qui débutent, eh ben, faites-le savoir. Et si vous trouvez que c'est nul, eh ben, faites-le savoir aussi. Si vous trouvez que c'est génial ou que vous voudrez avoir certains sujets abordés, eh ben, voilà, exprimez-vous. Donc, je vais commencer. J'ai trois thématiques aujourd'hui. Une petite API standard. Donc, quand je dis API, c'est un peu de la triche, pas vraiment une fonction, c'est une macro. Ça s'appelle include_str. C'est un truc très très simple. On lui donne un nom de fichier, et il va juste charger le contenu du fichier sous forme de chaîne de caractères, hein, donc c'est un string slice en Rust, et donc ça a la particularité d'avoir la lifetime statique. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas très grave. Ce que ça veut surtout dire, c'est que c'est facile à utiliser, y compris dans des constantes. Donc là, vous avez deux exemples, hein, par exemple un schéma SQL qu'on pourrait lancer, voilà, ou un fichier de configuration. Donc ça, c'est une macro. Donc ce qui ça veut dire, ce qui est important quand on dit macro, c'est que ça s'exécute, ça s'évalue à la compilation, d'accord, pas au runtime. Et donc ça a plein de conséquences intéressantes. D'abord, la première chose, c'est que si le fichier n'existe pas, on a des erreurs, évidemment. Il va nous dire, ah, ça n'existe pas, voilà. Autre chose à noter, c'est que c'est relatif au fichier. Quand on fait l'include, en fait, là, on va aller chercher dans le répertoire parent du fichier. Voilà. Il vient avec des variantes. Il y a le include bytes, où là, on va plutôt récupérer un byte slice, d'accord, par exemple des images. Et le include tout court, là, on va carrément récupérer du bloc qui sera interprété comme étant du code Rust. Donc, l'usage typique, c'est que, par exemple, on peut générer du code avant de lancer le build, dans un build.rs en Rust. Par exemple, générer des fichiers qui viennent, par exemple, d'un JSON schéma, ce genre de choses, ça génère des types. Et après, on peut directement inclure ça, par exemple, le generated.rs. Donc voilà, donc là, on va utiliser d'autres macros pour faciliter tout ça. C'est peut-être un peu plus avancé, mais on peut aussi carrément inclure du code Rust typiquement généré. Donc voilà. Alors, les usages. Typiquement du templating du SQL, des trucs un peu rapides, un peu simples à faire, on va dire. Des fichiers de configuration. Alors, se rappeler que c'est statique, hein, donc voilà, on a un fichier de configuration et à la compilation, on va récupérer la config. On ne pourra pas la modifier toute comme ça. Des assets, CSS, etc. Il y a même des bibliothèques qui sont plus avancées si on veut faire ça de façon un peu plus fine. Et moi, j'utilise beaucoup pour tout ce qui est fichiers JSON, des fichiers CSV que j'utilise dans des tests pour, par exemple, loader des données dans ma base, ce genre de choses. Il y a des limitations. D'abord, il faut que le fichier soit là, sinon ça plante. Si vous avez un énorme fichier, par exemple, moi j'avais un énorme OpenAPI.json, hein, bon, ça alourdit un peu le binaire inutilement. Et donc, du coup, bon, des fois, c'est mieux de passer par un fichier. On peut faire du lazy loading. L'intérêt, quand même, par rapport à un fichier, c'est que, du coup, vous êtes obligé, si vous lisez un fichier, de traiter le cas où il n'est pas présent, vous avez une erreur IO. Et là, le include, en fait, ça, c'est traité à la compilation et ça plante à la compilation. Et bon, typiquement, si vous devez parser le contenu, bon, là, l'intérêt de ne pas avoir d'erreur, parce que des IO erreurs, par exemple, vous allez avoir des erreurs de parsing, vous êtes quand même obligé de gérer structurellement ce qui peut se passer. Et pas faire des unwrap sauvages. Premier point. Le deuxième point, c'est un outil. Je vais aller très très vite. Moi, j'utilise beaucoup un outil qui s'appelle Bcode. Ceux qui utilisaient CargoWatch, c'est un peu le remplaçant, ça va un peu plus loin. Donc, c'est une terminal UI qui, en gros, qu'est-ce que ça fait? Ça va watcher, ça va regarder vos fichiers. Quand ils sont modifiés, paf, ça relance une tâche. La tâche par défaut, c'est CargoCheck. Mais vous pouvez lancer Bacon TP. En gros, vous pouvez remplacer Cargo par Bacon, la commande, et ça marche. Sur les cas un peu classiques, donc TP, test, run, c'est pour lancer votre application. Si vous modifiez, il va attendre que votre application soit terminée, ou s'il est déjà terminé, c'est bon, il va relancer le truc. Moi, j'utilise beaucoup le run long.
parce que je fais du développement back-end. Donc en gros, la différence, c'est que il ne va pas attendre que ça s'arrête, votre application, il va la killer. Voilà. Donc mon serveur, il ne s'arrête pas. Quand je modifie mon fichier, paf, il kill l'application, il recompile, il relance. Donc c'est pas aussi rapide que ce qu'on peut avoir avec du Node ou du Python, mais ça va quand même, c'est vivable. Donc c'est super cool, ça marche avec d'autres langages. Je crois qu'il y a des trucs, des tâches qui sont préconçues pour Python. Je crois que récemment, ils en ont ajouté d'autres. C'est configurable, ça permet de faire du TDD, donc ça c'est super. Si vous voulez juste bricoler un petit peu dans votre coin, c'est génial de faire ça. Vous pouvez lancer le truc que sur un test et vous fixez votre test, etc. etc. Donc ça, c'était mon deuxième point. Et mon dernier point, c'est juste un site pour les débutants. Ce qui peut être perturbant, c'est que la librairie standard de Rust est assez faible. Par exemple, il n'y a pas les randoms, il n'y a pas les regex dedans. Et du coup, on va chercher, mais c'est quoi la lib qu'il faut utiliser pour ça? Il y en a plein, hésite. Il ne faut pas avoir peur. Par contre, des fois, il faut aller chercher dans tout ça. Et c'est pas facile de trouver la lib un peu, on va dire, standard d'usage. C'est pas toujours facile. Donc dans blessed.rs, vous avez une liste qui est tout à fait cohérente. Il n'y a pas trop de soucis avec. Chaque fois que je regarde, ça correspond à peu près à ce que j'utilise. Alors, avec quelques variantes. Vous retrouvez aussi quelques liens sur des Rustbooks, des vidéos, des petits trucs un peu pour débutants. Et donc, c'est un super bon site quand on cherche une lib et qu'on ne connaît pas encore bien l'écosystème Rust. Et donc, c'est tout. Et j'espère que j'ai fait à peu près 5 minutes. J'ai dû faire plus, hein, d'habitude. Mais voilà. Et surtout, vos retours sont importants. Et si vous voulez participer la prochaine fois, être à ma place, eh ben, faites-le savoir. Merci.